Emmanuel Mouret a créé en 9 films d'étranges comédies autour du désir et de la place des sentiments. De Caprice à l'art d'aimer, il se penche depuis plus de 15 ans avec curiosité sur la mécanique des passions. C'est encore le cas avec sa nouvelle réalisation, Mademoiselle de Jonquière. Dans cette histoire d'amour blessé et de vengeance, il y a la modernité d'une musique du cœur qu'on entend souvent résonner chez François Truffaut. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. Bonjour Emmanuel Mouret. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. On va être ensemble pour voyager dans ce nouveau film, Mademoiselle de Jonquière. Ce film, c'est une adaptation libre, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, de Jacques le Fataliste, de Denis Diderot, notre philosophe et romancier du XVIIIe. Et en préparant notre entretien, je me suis plongé un peu dans la représentation de l'histoire de France et du XVIIIe en particulier. Et je me suis rendu compte qu'on était extrêmement pauvres. Il y avait en 1954 Madame du Barry de Christian Jacques. Après, un peu plus loin, en 1959, Le secret du chevalier d'Éon de Jacqueline Audry, une des rares femmes à l'époque à faire du cinéma. Et plus proche de nous, 75, Que la fête commence, Bertrand Tavernier. Et bien sûr, un peu plus tard, en 1996, Ridicule de Patrice Lecomte. Vous avez vu ces films du XVIIIe avant de vous tracer votre propre trajectoire? À vrai dire, non. Ça va paraître un peu déplacé, mais j'ai beaucoup pensé à Mankiewicz d'une certaine manière. Parce que c'est des personnages, souvent dans les films de Mankiewicz, des personnages assez brillants, qui ont justement beaucoup d'esprit, de répondants. It's a pretty rig you have on. Oh, thank you, sir. Much better than smothering yourself in all that ugly black crepe. I happen to have been wearing mourning for my husband. Whom you didn't love. On a ce plaisir de courir après le film, de s'accrocher, de devoir s'accrocher pour ne rien perdre, justement, de la parole. Voilà. J'aime bien cette idée où on court un peu après le film. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre? Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Madame, rendez-moi un service. Lequel? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Votre film, on peut le dire, c'est l'adaptation, comme on l'a souligné, de Jacques le Fataliste. Ce récit, il avait été porté à l'écran en 1945 par Robert Bresson. C'était son deuxième long métrage, Les Dames du Bois de Boulogne, avec les dialogues savoureux de Jean Cocteau. Est-ce que vous avez eu peur à un moment de vous mettre dans les pas de Robert Bresson? Ah oui, j'ai eu très peur. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que l'adaptation de Cocteau et de Bresson est une adaptation. Ils ont rendu le récit contemporain. Oui. Ils ont extirpé, on va dire, un aspect de la trame qui se déroule dans les années 40. Là, en me mettant finalement à une époque, on va dire, c'est assez flou, c'est un récit imaginaire, mais qu'on a situé vers la fin du XVIIIe, dans les années 70, j'étais quelque part déjà plus libre. Madame, le marquis des Arcis me demande de l'annoncer. Il est là. Faites-le entrer. Je lui ai dit d'être tout surpris de vous trouver ici et de faire des manières avant que d'accepter mon invitation à se joindre à notre dîner. Voyons ses talents de comédien. Mangez. Marquis, vous ici. Madame, je ne savais pas que vous donniez à dîner, je ne suis même pas habillé. J'étais passé visiter les terres d'un ami qui souhaite s'en débarrasser non loin d'ici. Et sur le chemin du retour pour Paris, je me suis dit que si j'étais dans la région, que vous la preniez et que je ne passais pas vous saluer, j'encourrais quelques reproches. En 1965, il y a un jeune réalisateur qui va entamer son deuxième
long métrage, il vient de la critique et il s'appelle Jacques Rivette. Il adapte aussi Diderot dans un film intitulé La religieuse qui ressort actuellement sur les écrans. Un film qui a provoqué un scandale à Cannes en 1966. Alors, Jacques Rivette, Diderot, un scandale. Eh ben, je vous propose de regarder le sujet d'Axel Cadieux. Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation. C'est chez Jean-Luc Godard qu'Anna Karina a fait ses armes, dans des feux d'artifice novateurs comme Pierrot le Fou, Alphaville ou Bande à part. Et pourtant, c'est peut-être devant la caméra de Jacques Rivette, en 1966, qu'elle trouve l'un de ses plus grands rôles, La religieuse, fidèle adaptation du roman de Denis Diderot. Ta supérieure doit connaître tous tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent? Plus qu'un film, il s'agit très vite d'un véritable événement, au cœur d'une polémique qui dépasse largement le cadre du cinéma. Décryptage avec Guillaume Evin, auteur d'un ouvrage remarqué sur le phénomène des films à scandale. Ce qui est étonnant, c'est que le film de Rivette, au départ, est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Jean Gruau 3 ans auparavant, en 1963. Déjà, d'ailleurs, avec Anna Karina. Et puis, avec le succès, il décide de l'adapter au cinéma. On écrit le scénario, tout se présente bien. Rivette et Gruau vont même rencontrer certains spécialistes. On va consulter Jean d'Ormesson, notamment, spécialiste des questions religieuses. On va voir un prêtre qui avait été expert pour Léon Morin, prêtre. Et lorsque Rivette et Gruau accouchent du scénario définitif, rien ne laisse présager un tel scandale. Et en fait, la machine va se mettre en route, tout simplement, sous la pression des religieuses. L'association qui fédère les religieuses en France vont solliciter également Tante Yvonne, la femme du général de Gaulle. Et en fait, le film va être interdit, alors même que personne ne l'a vu. C'est du jamais vu. Il faut remonter à 30 ans auparavant pour avoir une telle sanction. Hein. C'était l'âge d'or de Buñuel. Et là, personne ne comprend. Ne me dites pas que vous quitterez ce voile sans remords. Ces vêtements qui vous ont lié à Jésus. Si, madame, parce que je les ai pris en liberté. Oh, je voudrais les déchirer, les jeter loin de moi. Dieu, que dirons-nous, sœur? C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre? Je veux sortir d'ici. Mais si c'est la maison qui vous déplaît. C'est la maison démonétaire, c'est la religion. Il ne veut être enfermé ici ni ailleurs. Le fait d'avoir pris le texte de Diderot, de lui avoir insufflé une seconde jeunesse, dans cette société de 65-66, ça a explosé. Non, madame, je ne veux plus ce vêtement. Non, Mais comme beaucoup de films qui abordaient des sujets sensibles, en l'occurrence l'isolement de la vie conventuelle et les tentations qui guettaient ces jeunes nonnes enfermées. Donc on a pu évoquer soit des sévices sexuels, soit des tourments moraux et des tortures psychologiques. Voilà, et c'est tout cela que Diderot a voulu dénoncer. Et dans les années 60, le mouvement religieux ne lui a pas pardonné. j'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Le pouvoir patine, interdit le film, consternation, la machine s'emballe, les médias prennent le relais. Malgré tout, Malraux décide d'envoyer le film à Cannes. Et là, à la surprise générale, le film est encensé. Et donc finalement, on se rend compte qu'un film est acclamé à Cannes, projeté, alors même qu'il est interdit sur le territoire. Donc on est en pleine schizophrénie. Il faudra quand même attendre 1 an, donc en 67, pour que le film soit officiellement autorisé, et encore au moins de 18 ans. Et c'est seulement 20 ans plus tard que, enfin, cette interdiction au moins de 18 ans sera levée. Donc il a fallu 20 ans pour que la religieuse sorte de l'enfer. C'est la liberté que vous regrettez? Oh, c'est cela et peut-être beaucoup d'autres choses. Quelles autres choses? Mon ami, parlez-moi à cœur ouvert. Les films à scandale reposent souvent sur 3 piliers
les trois piliers structurants. Donc nous avons le sexe, l'armée, souvent, et la religion. Mais c'est vrai que la religion est un sujet qui cristallise. Bah, on l'a encore vu 20 ans après, la religieuse avec la dernière tentation du Christ, où là aussi, une minorité agissante, très bien introduite dans les milieux religieux, a suscité un scandale de toutes pièces. C'est susceptible de revenir à tout moment. La question, quand on découvre ce sujet, qui se pose à tout artiste, Emmanuel Mouret, est-ce que la raison d'être du cinéma, la raison de l'art, c'est de provoquer? Et provoquer, ça ne veut pas dire forcément faire scandale. Moi, je pense qu'il y a... C'est les tempéraments. Je dirais qu'il y a peut-être en effet les artistes à scandale, et en revanche, les artistes qui ne sont pas du tout à scandale, mais qui sont subversifs. Mon tempérament serait, oui, plutôt vers ce que j'appelle la subversion, c'est-à-dire l'air de rien, voilà. Il y a cette phrase de Gérard Depardieu qui me revient quand je vous écoute, il dit que l'art, pour être vrai, doit être dangereux. Est-ce que c'est pas ça aussi l'ADN d'une œuvre d'art? C'est de remettre en question, de faire bouger les lignes? Ça me semble excessif. C'est un sentiment... Et combien aussi il faudrait voir toutes les œuvres qui ont fait scandale et dont on se fiche absolument aujourd'hui. Le scandale a la vertu, en effet, d'affoler l'actualité, mais aussi de la faire jouir, où chacun est braqué sur ses positions et tout ça. Mais je ne suis pas certain que les scandales bougent tant les lignes. Le scandale a la vertu, au contraire, de créer une ligne de démarcation. On peut être ébranlé par une œuvre quand aussi on ouvre soi-même une porte où on est prêt à être ébranlé. Voilà. Je crois peu aux ébranlements comme ça, profonds et collectifs. Quel est l'état de votre cœur? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. On a beau être en crinoline au 18e, c'est quand même un film de vengeance. Et alors là, il faut qu'on invite un cinéaste. François Truffaut, La mariée était en noir, c'est aussi ça, l'idée d'une vengeance, mais d'une vengeance assez subtile. Ce que j'aime particulièrement chez François Truffaut, et on va en revenir justement par rapport à la vengeance, c'est ce goût pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mélange entre la vie et le cinéma. Le cinéma, c'est plus que la vie. Ce qu'on appelle la vie n'est constitué que par les récits. Et c'est cette croyance fondamentale au récit dont montre tout le temps l'œuvre de Truffaut, dans son admiration du cinéma et dans son œuvre. Et il n'y a pas cette idée qui est peut-être très à la mode de nos jours, de dire qu'un film doit être la radioscopie de notre époque et tout ça. D'une réalité, oui. La vie, dans son sens large, inspire les films, mais je crois vraiment que les films sont là pour inspirer la vie. Les cinéastes qui vous ont accompagné pendant votre jeunesse, est-ce qu'ils sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y en a un qui est resté là, intangible, une référence, le tuteur? Jacques Becker a beaucoup compté pour moi, voilà. Sur quoi? Sur ses thématiques, sur la fabrication, sur le côté justement formel du cinéma? C'est très rare d'avoir l'occasion de parler de Jacques Becker. Édouard et Caroline, rue d'Estrapade, ont été pour moi des chocs qui m'ont ouvert des portes. Et Dieu sait si mon cinéma, et peut-être ma façon de filmer, est loin de celle de Jacques Becker. J'y ai trouvé non seulement une jubilation, il y a une profondeur, et évidemment après une élégance dans la mise en scène, et peut-être aussi des castings qui arrivent, peut-être comme chez Lubitsch, dans cette forme de fraîcheur, de ce côté l'air de rien, à nous remuer. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Mouret. C'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt. C'est quoi, la semaine prochaine, c'est ça? À la semaine prochaine.